On va se faire une petite vidéo, le bilan de l'OGC Nice. Alors oui, je n'ai pas de maillot, je n'ai pas de décor OGC Nice, j'ai rien parce que je suis pas chez moi, j'ai pas prévu. Mais par contre, tu peux le voir, je suis en rouge et noir. Donc, on va faire le bilan de l'OGC Nice. Donc, donnez vos avis en commentaire sur ce que vous pensez. Et dans la prochaine vidéo, je mettrai les top commentaires les plus pertinents dans la prochaine vidéo que je ferai. Petite pub pour un YouTuber qui vient de créer sa chaîne il n'y a pas très longtemps, le 13 mai si je ne m'abuse, c'est 100% Roma. Voilà, donc tu l'as vu dans sa chaîne, tu le vois, 100% Roma, il parle de l'AS Roma, il fait des débriefs sur l'AS Roma, des avant-matchs, il donne des informations, mercato, recrutement, il fait pas mal de trucs, il a un bon contenu, il a des bons effets spéciaux, il a un fond vert et tout, c'est vachement sympa. Donc voilà, si tu aimes l'AS Roma, je t'invite à t'abonner, je mettrai sa chaîne en description. Donc, dans cette vidéo, on va faire le bilan. Donc, je vais un peu te dire les attentes que plus ou moins, supporters niçois, on avait, mais moi, surtout mes attentes à moi. On va parler de la saison. Je vais donner mes points négatifs, donc mes déceptions en quelque sorte, mes points positifs, donc les choses qui m'ont plu. Et puis, on fera une petite conclusion. Ça ne sera pas un bilan de l'OGC Nice qui sera détaillé, très détaillé, comme je peux le faire habituellement, puisque la saison s'est arrêtée prématurément. Donc, ça sert à rien de faire des trucs de statistiques, tout ça, comparer et machin, puisque c'est incomparable cette saison à la saison d'avant. Donc, le bilan, c'est maintenant. Donc voilà, on va un peu remettre dans le contexte. Donc, Nice a été racheté le 31 juillet de l'année dernière, avec un accord de recrutement qui a été donné après la mi-août, donc un recrutement express. Hein. C'est un lancement de projet qui est très tardif, avec de l'ambition, mais un projet qui doit prendre son envol parce que voilà, ils arrivent le 31 juillet, en plein mercato. Il y a une grosse bagarre avec l'ancienne direction. Ils ont quoi, 10 jours à peu près pour faire un recrutement. Donc, bon, c'était pas les meilleures dispositions pour entrer dans ce projet niçois, mais en tout cas, ils l'ont fait. Donc, un projet qui demande beaucoup de patience, évidemment, puisque c'est une saison de transition cette année. On va pas se mettre la pression comme l'OM avec direct quand McCourt est arrivé et tout ça, Champion Project. Non, ils ont une ambition, c'est que être dans le top 4, top 5, donc européen, Coupe européenne chaque année, et toujours d'être dans le top tableau, c'est les ambitions de Ineos pour les 2-3 prochaines années à suivre, et après on verra. Donc des attentes certaines quand même, mais à construire sur 2 ou 3 ans avant de voir les premiers résultats de ce nouveau projet niçois avec le groupe Ineos. Donc là, on va parler un peu de la saison. Hein. La saison, saison particulière, hein, puisque saison de transition d'une part, hein, et saison terminée prématurément par le Covid-19 d'autre part. Donc une saison qui a été un peu inédite, mais pour ma part, une saison qui a été trop irrégulière dans le jeu niçois pour moi. Un petit récap, 10e journée de championnat, on est 11e. 20e journée de championnat, on est 11e. 28e, on est 5e. Ça fait quand même, je trouve que c'est chaud, quoi. Je veux dire, de la 10e à la 20e, tu n'évolues pas vraiment. Tu fais des résultats qui sont assez médiocres. Voilà, et 28e journée, tu as une 5e place qui te tombe de tu ne sais trop où. Et bon, tu prends quand même, on va pas se le cacher. Donc moi, pour ma part, ce que j'ai noté cette saison avec l'OGC Nice, c'est un manque cruel d'identité. Quand je parle d'identité, c'est d'identité dans le jeu. On n'a pas notre marque de fabrique, mis à part la conservation du ballon, mais ça manque parfois de vitesse, de folie, d'authenticité, et ça manque aussi de caractère. On est capable du pire comme du meilleur, tu vois. Mais bon, ça, on va en parler dans les déceptions. Je remets la faute sur une certaine personne. Et bon, beaucoup défendu cette personne-là, mais là, c'est vrai que moi, j'y arrive plus. Mais bon, on va revenir dans le contexte après. Donc, c'est une 5e place qui sort un peu de nulle part, mais on est un peu les grands gagnants, en fait, de cette fin de saison prématurée. Pour parler des statistiques, vite fait, pour voir notre irrégularité, sur 28 matchs joués, c'est 11 gagnés, 8 nuls, 9 perdus. C'est très mitigé, on a 41 points, un ratio à 1,46, un goal average à +3,
Reims qui était à +5 avec un même ratio que nous, mais bon, on les a battus une fois, donc du coup, on est devant Reims, on est 5e et pas 6e, c'est la raison pour laquelle on est devant eux. Ensuite, tu prends les buteurs, Dolberg, 11 buts, 3 passes D, 5e égalité. Cyprien, 7 buts, 3 passes D. Et au niveau des passeurs, Pierre Lesmelou, 6 passes D, 4e égalité. Donc ça, c'est un peu pour les stats vite fait de l'OGC Nice. On marque 1,5 buts par match, on en encaisse 1,4. Donc voilà, ça fait 41 buts marqués pour 38 encaissés. Si tu compares à l'année dernière, et là on peut encore comparer parce que fin de saison globale l'année dernière, on avait marqué 33 buts en tout. Là, on a marqué 41. Donc au niveau de l'attaque, ça va. Par contre, au niveau de la défense, on était une des meilleures défenses l'année dernière. Cette année, on est à 38 buts. C'est pas le cas. Les clean sheets de Benitez se sont fait assez rares cette année. Voilà, en Coupe de France, on est arrivé 8e. En 8e de finale face à l'OL. Bon, ça passe encore. Mais en Coupe de la Ligue, on s'est fait éliminer en 16e face au Mans. C'est un peu une honte. 3-2. J'ai rien contre les Manceaux, mais bon. Franchement, voilà. Tout ce que je te dis là jusqu'à présent, ce qui montre vraiment l'irrégularité que j'ai trouvée dans l'équipe. Ça se voit dans les stats. Et encore, la saison ne s'est pas terminée. On ne sait pas jusqu'où auraient pu aller ces stats si on avait été jusqu'à la fin de la saison. Donc, on va en arriver maintenant aux déceptions. Pour moi, les déceptions dans cette équipe. Et la première grande déception pour moi, c'est Patrick Vieira. Sans aucun doute. Voilà, Patrick Vieira, si il a été reconduit pour 3 ans avec l'OGC Nice, c'est par rapport à ses résultats. L'année dernière, 7e, avec une équipe où il a fallu qu'il fasse avec, sans trop d'attaquants, beaucoup de blessures, un milieu pas très, on va dire, pas très serein, qui manque un peu de puissance. Voilà, et cette année, 5e, avec, on sait, l'inédit d'avoir fini à la 28e journée. Donc, Vieira a eu beaucoup de chance. Après, est-ce qu'on peut parler vraiment de chance? Parce que bon, il fallait quand même sortir la 7e place l'année dernière, ce qui n'était pas évident, c'était peut-être pas vraiment de la chance. Mais cette année, je pense que oui. Donc voilà, après, il faut remettre dans le contexte, qui est un contexte assez particulier. Vieira a eu beaucoup de blessures. Attal, Ounas, Sarr, Cyprien, Erel, Alexis Claude Maurice, j'en passe. De nouvelles arrivées, des joueurs qui doivent s'adapter, un retour de l'ancienne direction où on sait qu'il y a eu quelques échauffourées, donc voilà, des grosses tensions, mais un entraîneur avec des choix très douteux. Parfois, tu avais l'impression qu'il n'allait pas trouver la solution quand Nice était en train de souffrir, quand ils étaient dans le ventre mou du match. Tu avais l'impression qu'il était sans solution à apporter et tu le voyais par ces changements très bizarres où tu gagnes, tu es à un partout et il te fait rentrer un défenseur, il t'enlève un attaquant. Non, voilà, des choix très douteux pour moi de la part de Patrick Vieira. Un manque de caractère. Et l'équipe manque de caractère. Et le caractère, il se transmet par le coach. Si le coach manque de caractère, l'équipe manque de caractère. Tout simplement, il ne peut pas apporter de folie, ne peut pas apporter de vivacité dans le jeu et dans l'équipe. Tout simplement. Il n'impose pas sa patte personnelle, Pat Vieira. Un vilain jeu de mots, mais bon, pas grave. Il n'impose pas sa patte. Il a des difficultés à gérer les joueurs. Je parle de Balotelli, où il a eu beaucoup de difficultés à le gérer. Arnaud Souquet, où il y a eu une prise de bec. Tamézé, où il y a eu une prise de bec. Et j'en passe d'autres. Voilà. Et c'était, pour moi, Patrick Vieira, ça a été un coaching très poussif cette année et trop défensif. Ce qui fait que, voilà. Pour moi, Patrick Vieira, c'est la grosse déception de cette année. Ensuite, deuxième déception, celle-là va être très rapide. C'est Stanley Nsoki, voilà, la recrue de cet été. Il a eu du mal à s'imposer dans l'équipe. Mais après, Patrick Vieira ne lui a pas vraiment donné sa chance. Quand tu vois qu'il a préféré laisser jouer Sarr de temps en temps sur le côté gauche, alors qu'Nsoki vient quand même de Paris, il vient du centre de formation de Paris, c'est quand même un gros centre de formation. Il n'a pas vraiment laissé sa chance. Du coup, Nsoki, sur le terrain, il avait un manque d'assurance. Malgré qu'il soit un joueur très athlétique, il était assez incertain dans ses interceptions, il était très limite dans ses relances aussi, il relançait très hasardeusement. Voilà, donc pour moi, Nsoki, une déception aussi cette année, mais aussi un peu lié au fait que Patrick Vieira n'y ait pas vraiment laissé sa chance. Deuxième déception, très simplement, et ça va être rapide, c'est Malang Sarr.
Malang Sarr, tout simplement, parce que déjà de 1, il jouait pas à son poste. Et puis après, le garçon, il a vite perdu confiance en lui et il faisait des matchs très mitigés. Et même quand il était en défense centrale, c'était un joueur qui avait beaucoup de mal. On s'est pris énormément de buts à cause de lui. Il a fait beaucoup d'erreurs d'appréciation. Voilà. Malang Sarr, c'est un garçon, bon, j'ai toujours dit du bien sur lui et je continuerai à dire du bien sur lui. Il va nous quitter, certes. Mais voilà, Malang Sarr, c'était une déception. Mais on va dire encore une fois, ça est lié à l'effet Patrick Vieira, qui préférait le faire jouer latéral gauche plutôt que défenseur central. Voilà, c'est très rapide sur Malang Sarr. Ensuite, autre déception pour moi, Alexis Claude Maurice. Alexis Claude Maurice, qui est un joueur qui a eu beaucoup de mal à s'adapter, à trouver le niveau au-dessus, c'est-à-dire le niveau de Ligue 1. Voilà, tout simplement. En Ligue 2, il fait des choses exceptionnelles. Il a eu du mal. En fin de saison, fin de saison de cette saison-là, il s'est un peu révélé, il a élevé un peu son niveau de jeu, mais encore assez, on va dire, assez en dessous de ça. Donc j'attends de lui vraiment beaucoup de choses la saison prochaine. J'espère qu'il sera bon. Et dernière déception pour moi, Khéphren Thuram. Tout simplement, voilà, en dessous de tout. Ça va être très rapide. Khéphren Thuram, c'est en dessous de tout. Pour moi, il n'a pas sa place à l'OGC Nice. Et il n'a pas le niveau pour évoluer en Ligue 1. Maintenant, on va partir sur les points positifs. Et le premier point positif, c'est le plus gros de notre recrue. Hein. C'est le plus gros potentiel qu'on a mis dedans. C'est la plus grosse somme d'argent qu'on a mis dedans. C'est Dolberg. Dolberg, 11 buts, 3 passes décisives. Meilleure saison depuis la saison 2016-2017 qu'il avait pu faire avec l'Ajax. Après, si tu remets dans le contexte, vraiment, Dolberg, c'était un gros coup de poker. 25 millions, c'était énorme, je trouvais, au début. Dolberg, saison 2016-2017 avec l'Ajax, énorme saison. Il fait une énorme saison, on parle beaucoup de lui. Mais après cette saison, il a moins bien joué. Il a moins joué, du coup, par rapport à la concurrence. L'Ajax jouait l'Europe, il avait des meilleurs joueurs devant lui. Il a moins joué. C'était en gros encore un coup de poker de l'OGC Nice, puisque c'était un joueur à relancer. Et puis il faut savoir quand même que Dolberg, c'est son premier championnat étranger. Tu as la barrière de la langue. Il doit repartir après des saisons mitigées. Il doit se relancer dans le bain. Tu quittes l'Ajax Amsterdam qui joue l'Europe, qui est une grande équipe européenne, qui a un palmarès énorme pour jouer à l'OGC Nice. C'est compliqué. Il a su, moi je trouve, faire le job. Et heureusement, parce qu'à 25 millions d'euros, franchement, s'il n'avait pas fait le job, ça m'aurait fait un peu chier, tu vois. Mais moi, je trouve que c'est le gros point positif. Je trouve que Dolberg, c'est vraiment le joueur qui m'a vraiment épaté cette saison. Après, des fois, il n'est pas dans le jeu. Mais dans une équipe qui joue mal, on va pas se cacher, c'est dur de briller. Quand tu es un attaquant de pointe, c'est très dur de briller dans une équipe qui joue très mal. Pour moi, Dolberg, faut pas le toucher. C'est le bébé, c'est le papa, c'est l'attaquant qui va faire très mal la saison prochaine et dans les prochaines saisons à suivre, même s'il ne joue plus à l'OGC Nice. Ensuite, deuxième point positif, très rapidement, Benitez, évidemment Benitez, qui continue à progresser, qui continue à confirmer. S'il n'était pas là, on n'en serait pas 5e au classement cette saison. Et la saison dernière, on n'aurait pas fini 7e. Très clairement. Voilà. Sur Benitez, j'ai rien à dire. C'est très content qu'il ait prolongé encore pour 3 ou 4 ans, je ne sais plus, je crois que c'est 4. Voilà, très content d'avoir un super gardien, un top gardien pour l'Europe et pour les saisons à venir pour concrétiser ce projet niçois et avoir des très bons joueurs à chaque poste. Ensuite, un point positif pour moi, alors peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais c'est Hicham Boudaoui. Hicham Boudaoui, c'est un joueur qui a été très peu utilisé par Patrick Vieira. Mais par contre, quand il l'utilisait, quand il le faisait rentrer titulaire, il faisait des choses magnifiques, ce joueur. Je trouve qu'il a une bonne conservation de balle, il est très technique, il lui manque un peu de physique, un peu de, comment dire, il n'est pas très athlétique, mais c'est un garçon qui a beaucoup de technique, qui est capable de déborder, qui est capable de centrer, de faire des centres précis, et puis c'est un joueur qui en veut, et qui donne pour le maillot. Donc pour moi, c'est un petit peu la surprise, malgré qu'il ne joue pas souvent, mais à chaque fois qu'il joue, il fait des bons matchs et des très bonnes prestations. Ensuite, un joueur aussi, point positif, c'est pas une révélation, mais pour moi, je trouve que c'est important d'en parler parce qu'à son âge, il est encore là, c'est Dante. Voilà, il est encore très régulier malgré son âge, 37 ans, papa, quand même, commence à se faire vieux, mais il est toujours là.
au bon moment. Malgré quelques failles, quelques difficultés, il manque de vitesse. Des fois, il fait des choix. Il veut conserver le ballon, il relance mal. Bon, mais il est toujours là à mettre un pied, une tête pour dévier le ballon, pour éviter que le but rentre, pour éviter que Benitez se déploie. Pour moi, Dante, c'est vraiment la régularité. Même si des fois, sur certains matchs, attention, il n'a pas été très bon, mais ça reste quand même pour un joueur de son âge, un très bon joueur. Et ensuite, dernier joueur qui pour moi mérite le point positif, c'est PLM. Sans aucune discussion, je pense que PLM, vraiment, il a retrouvé son meilleur niveau. Il est même au-dessus des autres saisons. Après, bon, la saison s'est terminée prématurément. On ne sait pas s'il aurait continué comme ça, mais c'est un joueur qui travaille beaucoup, qui bosse, il s'entraîne dur. Il a l'amour du maillot. Il a l'amour du maillot. C'est un joueur qui lâche rien. Il est toujours présent. Il est en défense, il est au milieu, il est en attaque, il sait frapper de loin. Il est précis, il est technique. Il commence à avoir un peu plus de physique. Donc tout ça s'ajoute et ça fait pour moi un point positif PLM sans aucune hésitation. Voilà, et pour conclure ce bilan de l'OGC Nice très rapide, parce que voilà, je ne voulais pas rentrer dans les détails puisque la saison a été inédite, mais voilà, saison très irrégulière pour conclure, saison très irrégulière, mais quand même avec de belles promesses, pour les saisons à venir. On va pas se cacher que quand même sur cette saison, sur quelques matchs, je sais pas toi, mais moi oui en tout cas, on s'est fait chier. Enfin moi je me suis fait chier à regarder des matchs de l'OGC Nice. C'était pas le plus beau football du monde proposé, mais bon, on va dire qu'il y a de belles promesses qui s'attendent. Patrick Vieira doit confirmer la confiance que la direction lui apporte, que ce soit Ineos, River, Fournier, car il a été prolongé 3 ans, donc il va falloir qu'il confirme cette confiance qu'a la direction envers Patrick Vieira. Il a été prolongé aussi, on va pas se le cacher, grâce au fait que les résultats qu'il a fait, 7e l'année dernière, 5e cette année, même si l'année est inédite, cette saison est inédite. Mais voilà, il ne s'est pas vraiment imposé comme l'a su le faire Puel ou Favre. Il faut qu'il pose sa patte. Voilà, pose ta patte. Il faut que tu poses ton jeu. Il faut que tu poses tes couilles et que tu mettes. Dis voilà, moi je joue comme ça et ce sera comme ça sur le terrain et voilà. Et je pense qu'on peut arriver à quelque chose, surtout que tu as dit il n'y a pas longtemps, si je ne m'abuse, je vais avoir une équipe pour gagner la Ligue des Champions. Mais il va falloir que tu mettes du caractère, que tu mettes de l'envie et tout ce qu'il faut avec. Hein, voilà. Donc, après, on ne peut pas juger le projet niçois, le projet Ineos maintenant, car c'est encore trop tôt pour dire s'ils remplissent le contrat ou pas, malgré une qualification européenne pour la première année, mais on sait pourquoi. C'est des conditions qui sont inédites, mais en tout cas, on sait les conditions maintenant à remplir pour les années prochaines pour pouvoir faire ces résultats chaque année. En étant dans les 5 premiers pour avoir une qualification européenne chaque année, que ce soit Europa League, Champions League, c'est le projet d'Ineos. Donc voilà, il va y avoir un grand ménage qui va être fait cet été à l'OGC Nice. Ineos va devoir montrer vraiment ce qu'ils sont capables de faire cette année et les années prochaines parce que là, cette année, le recrutement est anticipé. Ils ont déjà des pistes, ils ont déjà des joueurs, ils s'y sont mis depuis qu'ils sont arrivés. Donc voilà, cette année, ça va être avec du temps. Le recrutement va se faire avec du temps, avec plus de moyens, une enveloppe de 80 millions. On va vendre des joueurs. Bon, voilà, Ineos va devoir montrer là cette année ce qu'ils sont capables de faire pour voir pouvoir nous projeter, nous supporters niçois, et voir ce qu'ils peuvent faire sur du long terme et voir si le projet est possible et si on peut être à la hauteur de nos ambitions. Voilà, sur ce, Amis Nissart, c'était le bilan de l'OGC Nice pour l'année 2019-2020. Sur ce, ciao viva, la Bayetta et Issa Nice.